Donc, merci Marie-Pierre pour l'introduction. Je tiens, moi, d'abord à souligner que les terres sur lesquelles l'Université de Sherbrooke se trouve font partie du territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénaquis et des Wabanakis. C'est important, je pense, dans l'Ouest, on le fait à toutes les réunions. Des fois, je fais la reconnaissance du territoire aussi en introduction dans mes cours. Puis, je ne sais pas c'est quoi la manière de faire au Québec, mais je pense que c'est important de réfléchir à où on se trouve, puis c'est quoi notre rôle aussi dans la réconciliation avec les peuples autochtones, avec les Premières Nations. Ça me fait super plaisir d'être ici parce que je vois des visages connus, des visages des amis. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de voir, avec qui j'ai pas eu l'occasion de discuter depuis longtemps. Et parmi ces visages-là d'amis, il y a le visage de Rachel Bédard, qui est dans mon écran, juste à côté de moi. Ça me fait extrêmement plaisir d'animer cet entretien-là avec Rachel, qui, comme vous le savez peut-être, est une éditrice aux éditions du Remue-Ménage depuis 1981. Donc, depuis cette année, 40 ans, et je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements virtuels. 40 ans d'édition féministe, c'est très impressionnant. Évidemment, Rachel est un des piliers de la maison d'édition, les éditions du Remue-Ménage, qui existe. C'est une maison d'édition féministe essentielle depuis 1976. Elle est aussi très connue dans le milieu féministe, dans le milieu militant, en plus d'être éditrice à temps, je dirais, plus que complet. Rachel, très engagée dans son milieu, elle a été représentante, membre de la communauté à l'Institut de recherche féministe de l'UQAM de 2004 à 2009. Elle a été membre du jury du meilleur mémoire de maîtrise en études féministes de l'IREF pendant 14 ans, donc de 2004 à 2018, membre du conseil d'administration de la maison Parent-Robac aussi, entre 2014 et 2018. Et donc, dans le milieu de l'édition, comme dans le milieu militant, Rachel est une figure connue. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Les autrices, les collègues, les militantes. Rachel Bédard est une figure incontournable du milieu féministe montréalais, plus généralement du milieu féministe québécois. Donc, c'est aussi une femme très occupée. Donc, je te remercie beaucoup, Rachel, d'avoir accepté de t'entretenir avec moi aujourd'hui dans le cadre du colloque. Si tu me le permets, je ne vais pas faire semblant qu'on ne se connaît pas, là, puis je vais te tutoyer pendant l'entretien si ça te convient. Ça va? Parfait, oui, c'est plus naturel. Oui. Donc, j'ai préparé des questions. Évidemment, ce que je voudrais, c'est que ce soit plutôt un dialogue, une conversation. Donc, j'inviterais tout le monde aussi à pas hésiter. Si jamais vous avez une question qui est suscitée par la conversation, n'hésitez pas à la poser, soit dans la conversation en ligne ou peut-être en levant votre main, tout simplement. Donc, comme ça, on pourra, tout le monde ensemble, discuter. Ce sera peut-être plus informel, peut-être même plus agréable pour certaines personnes. Donc, ma première question, Rachel, c'est que j'aimerais que tu sembles me parler de dates précises ou sans faire de chronologie extrêmement serrée. J'aimerais ça que tu me parles un peu du contexte de création des éditions du Remue-Ménage. Peut-être en particulier de la dimension communautaire, collective qu'il y avait à la base, la dimension politique aussi qui était très importante à l'époque de la création de Remue-Ménage. Donc, au cœur de la mission de la maison, il y avait cet aspect-là très militant, cette importance de publier des textes, non seulement des textes de femmes, mais des textes féministes et de produire un discours féministe qui était et qui est toujours essentiel. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu, Rachel, de la manière dont les éditions du Remue-Ménage se sont créées? Eh bien, les éditions ont été fondées en 1976 et c'était après des discussions qui ont eu lieu, en fait, au cours de l'année précédente, l'année 1975, si on se souvient, ça avait été décrété Année internationale de la femme, comme on disait à l'époque par l'ONU. Et de toute façon, c'était un contexte des années 70 de grande effervescence militante.
Il y avait déjà un mouvement féministe très actif au Québec. On l'a vu avec le Front de libération des femmes qui a fait des actions d'éclat en 69, en 70. Il y avait déjà toute une mouvance féministe et les militantes qui sont à la Fondation de Remue-Ménage, je dois dire tout de suite que j'y étais pas. C'est-à-dire que vers les années 79-80, j'ai commencé à circuler autour de la gang de Remue-Ménage, si on veut, mais je n'étais pas là à la Fondation. Alors, c'est un historique l'historique que je vous fais, là, ça m'a été légué, si on peut dire. Et donc, c'est des femmes de tous les milieux, peut-être presque une dizaine de femmes, des sociologues, des artistes aussi qui étaient étudiantes aux Beaux-Arts, des militantes qui ont décidé qui tenaient à ce qu'il y ait des lieux pour répercuter la parole des femmes, si on peut le dire de façon générale. Alors, ces femmes-là avaient beaucoup d'ambition. Elles se disaient, on pourrait faire une librairie, on pourrait faire un centre de documentation, on pourrait faire une maison d'édition. Et finalement, le groupe a plutôt concerté ses efforts sur la maison d'édition. Et donc, ça a été fondé en mars 1976 et la première publication, c'était le lancement de la pièce « Maman travaille pas, trop d'ouvrages » du Théâtre des Cuisines, une pièce qui avait déjà beaucoup circulé dans les milieux syndicaux. Et je trouve que cette pièce-là, qu'on vient d'ailleurs de rééditer, est très emblématique de la réflexion sur le travail invisible des femmes qui avait lieu à cette époque-là. Et c'était aussi une analyse matérialiste et marxiste, presque, on peut dire, parce que ces femmes-là étaient aussi des militantes de gauche. Et il y avait une analyse très fine de la valeur du travail domestique. Là, je mélange plein de thèmes qui préoccupaient les fondatrices, mais on voit très bien comment la première publication était très représentative de leurs préoccupations. Alors, dès 1976, et la maison d'édition aussi a été fondée expressément donc pour... Comment dire, j'ai trouvé la présentation de Raymond, du parcours de Raymond Simard-Martin très, comment dire, bouleversante, parce que c'était justement ce genre de situation-là que ces femmes-là voulaient éviter. C'est-à-dire que Remue-Ménage a été fondé par des femmes pour des femmes, mais sans patron. Donc, toute la situation, la réalité des femmes qui travaillent dans un milieu d'hommes et dont le travail est dévalorisé, les fondatrices avaient à cœur de l'éviter, c'est-à-dire d'une partie de cette réalité-là, finalement, on l'a évité en travaillant entre nous. Alors, ça vraiment est... Bon, en tout cas, on pourra y revenir, mais ce choix-là des fondatrices a été, comment dire, on continue de l'assumer et de le trouver important. Donc, en guillemets, le modèle d'affaires, en oui. très gros guillemets, oui, très gros guillemets, à cette époque-là, c'est le collectif. C'est un collectif. Oui, tout à fait. Féministe, qui prend sa place aussi, si je ne me trompe pas, qui va dans les manifestations et qui se présente comme les éditions du Remue-Ménage, maison d'édition féministe, et qui a donc une parole, qui tient une parole politique dans le mouvement des femmes lui-même, très importante à cette époque-là. Est-ce que, j'imagine que la réponse c'est oui, mais donc à cette époque-là, est-ce que tu sais un peu, Rachel, de quelle manière on recrute les autrices, de quelle manière on décide quels textes seront publiés ou pas, quel type, est-ce qu'on campe une position particulière, par exemple une position théorique particulière dans le mouvement des femmes, ou on veut vraiment que la maison d'édition ouvre les pages de son catalogue à toutes les luttes des femmes, puis à tous les campements, je dirais, théoriques à cette époque-là. Est-ce que, par exemple, le collectif décide de ne pas publier autre chose, par exemple, que des analyses matérialistes? C'est juste un exemple, là. Ou est-ce qu'on veut que le catalogue soit vraiment ouvert à tout le monde?
on veut donner la parole à, je dis on, évidemment, j'y étais pas au tout début, là, mais à Oui, un oui. maximum euh, oui, on l'ouvre en fait, théorique. C'est bête parce que je pense que un des critères qui était à la base, c'était on voulait des publications accessibles. C'était un rêve un peu utopiste, là, mais que ça puisse être lu par Madame Tout-le-Monde, si on veut. Mhm. Alors, des titres qui ont été refusés, c'était des titres qui étaient plutôt considérés comme trop théoriques, justement, ou non accessibles, ou écrits, destinés à un public universitaire, ou littéraire un peu trop pointu. OK. Alors, il y a eu des discussions épiques au sujet de certaines publications qui n'ont pas passé pour ces raisons-là, dans les toutes premières années. Est-ce qu'il y a des classiques, ou enfin, je ne sais pas si tu veux en parler, si tu ne veux pas en parler, c'est bien correct, mais est-ce qu'il y a des classiques féministes qui ont été d'abord proposés chez Revue Ménage et qui ont été refusés pour différentes raisons par le collectif de publication et qui ont été publiés ailleurs et qu'aujourd'hui, ben, c'est des livres qui sont reconnus comme des classiques féministes québécois? Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de membres du collectif fondateur qui sont encore présentes, qui gravitent encore autour de la maison. Puis est-ce que des fois, il y a des discussions autour de ça? Ah, ce livre-là, on aurait dû le publier. Puis, Ouais. Continue ta question, oui, oui. ah ouais, je veux juste dire que c'est peut-être que c'est pas un sujet que vous abordez non plus, mais je suis juste curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des grands livres aujourd'hui de la littérature féministe qui auraient pu être publiés chez Revue Ménage, mais qui ne l'ont pas été? Ben oui, il y en a, il y en a toujours. Là. Il y a des choix. Écoute, je pense que je peux le dire. Là, il y a Nicole Brossard dont on a refusé un recueil. Alors, Ah ouais, il fallait le faire. Hein? ouais. Oui, mais j'en ai pas reparlé depuis avec des femmes qui étaient membres du collectif à cette époque-là. Je me souviens que ça avait été des discussions déchirantes au sein du collectif. Alors, je ne sais pas si les femmes qui trouvaient que c'était trop, comment dire, c'est une écriture trop, pas accessible à Madame Tout-le-Monde, reviendraient sur cette décision-là. Mais bon, disons que moi qui étais dans les parages, ça m'avait bien frappé. Je comprends. Justement, parlant de toi qui étais dans les parages, j'aimerais ça que tu nous parles de ton arrivée aux éditions. Comment c'est arrivé? Comment tu as entendu parler de la maison? Est-ce que tu étais féministe avant? J'imagine que oui, là, la manière dont tu parles. Est-ce que tu étais dans le mouvement? Étais-tu impliquée? Comment tu as décidé de postuler? Parce que je sais que tu as étudié en révision linguistique notamment. Euh, donc, comment tu es arrivée aux éditions? En fait, par amitié, si on peut dire, ça arrive souvent comme ça. Hein. Je n'étais pas particulièrement militante, non. Et c'était une époque jeune vingtaine là, où je découvrais, où je m'étais mis à lire aussi beaucoup d'ouvrages de femmes tout à coup. Je m'étais Comme rendu qui? compte, comme beaucoup de femmes de ma génération qui existaient, je me souviens de la lecture marquante de Margaret Atwood, par exemple, ou de textes comme ça. C'était toute des romancières, des essayistes. Je découvrais toute une littérature. Alors, j'étais plutôt une lectrice qu'une militante qui participe à des manifs. Là. Et puis, quand je dis par amitié, c'est que ma collègue, justement, étudiante en linguistique à l'UQAM, elle faisait partie du collectif de remue-ménage. Alors, et puis tu as mentionné que j'avais fait des études en linguistique, mais je dois dire que j'étais pas du tout. C'était des études en sociolinguistique et tout le côté normatif de la langue, j'étais même contre ça. Là. Moi, on étudiait la langue parlée, on étudiait les changements linguistiques. Alors, j'étais pas du tout formée pour faire de la révision. Et c'est une espèce de malentendu qui fait qu'on m'a approché pour corriger des agendas, corriger des textes à titre bénévole, bien sûr, là, mais
Et j'étais ravie de faire ça, mais c'est pas parce que j'étais étudiante en linguistique que j'étais bonne en français, mais bon, j'ai pas détrompé Nicole Lasselle qui m'avait demandé de faire ce travail-là. Ça m'intéressait trop, alors j'ai dit, bien sûr, je vais corriger, je vais donner un coup de main pour la lecture et la correction. À Alors, ce moment-là, est-ce que après donc tu joins l'équipe du collectif de remue-ménage, puis à ce moment-là, est-ce que, donc au début, c'est bénévolement, tu corriges quelques textes, etc. Puis à ce moment-là, est-ce que ton militantisme, parce que tu disais, j'étais plus une lectrice qu'une militante dans les manifs, est-ce que tu sens que ton militantisme grandit? Est-ce que tu participes plus, par exemple, aux manifs? Est-ce que tu te joins au contingent de remue-ménage dans les manifs, etc., ou pas vraiment? oui, oui, mais déjà, moi, quand je suis arrivée en 80 ou 81 dans les parages de remue-ménage. Et puis, oui, effectivement, mon éducation militante a été faite chez remue-ménage en grande partie parce que on suivait on suivait l'actualité de très près, là. Oui. Euh, j'avais des questions puis je me suis un peu emportée dans la discussion, mais euh, donc, comme Marie-Pierre l'a mentionné en introduction, il y a un des éléments qui nous préoccupait quand on a organisé le colloque, Marie-Pierre, Anthony et moi, c'était justement la place des femmes dans l'histoire du livre et de l'imprimé au Québec, mais du point de vue plutôt de la production, de leur présence dans les maisons d'édition, dans les imprimeries, dans les librairies, les associations aussi. Toi qui es dans le métier depuis 40 ans, est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont les femmes, justement, se sont, au cours des années, aménagées une place dans le milieu de l'édition euh, au Québec au cours des années? Il y a plus de femmes. Tu sais, on voyait dernièrement, là, Paul Bélanger des Éditions du Nord-Ouest a passé le flambeau à deux éditrices. Oui. Euh, donc, c'est deux femmes. Il y a de plus en plus de revues, de créations notamment, mais pas uniquement, qui sont dirigées aussi par des femmes, des maisons d'édition qui sont dirigées par des femmes. Il y en a de plus en plus, mais est-ce que tu peux nous parler de ta perception à toi, de la manière dont ça s'est fait depuis que tu es dans le monde de l'édition, cette place-là, que les femmes se sont aménagées, non seulement en termes de nombre, mais aussi on constate que les femmes occupent de plus en plus des positions qui leur permettent de prendre des décisions et donc changent d'une certaine façon le paysage littéraire et éditorial québécois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour dire ça. Ça va être forcément impressionniste, là, parce que je n'ai pas fait les études là-dessus. Là. Je pense que C'est correct. Oh, oui, ben, mais oui, je peux dire que surtout ces dernières années, ça s'est accéléré. On le sent, là, cette prise de pouvoir, appelons ça comme ça, par des femmes, ne serait-ce que par aussi la Fondation de maisons d'édition, comme, bon, il y a longtemps eu Pleine Lune et Remue-Ménage, puis on nous citait comme les deux seuls exemples de maisons dirigées par des femmes. Mais il y a eu Héliotrope, il y a eu Cheval Doux, il y a eu plusieurs maisons d'édition qui se sont fondées récemment. Alors ça, on le sent. On sent aussi que dans des maisons d'édition dirigées par des hommes, ça devient gênant de ne pas avoir c'est-à-dire de ne pas avoir de femmes autour, de ne pas laisser la place aux femmes. Le Boys Club, ça devient un peu gênant là, dans les maisons d'édition. Enfin, j'ose croire. J'ose croire que c'est comme ça. Oui. Alors oui, je l'ai senti, mais je dirais que c'est récent, là. Puis en ce qui concerne les associations professionnelles, je pense notamment à l'ANEL, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, là. Est-ce que tu as senti cette transformation-là aussi au cours des années? C'est-à-dire bon, il y a de plus en plus de femmes, j'imagine, autour de l'ANEL, dont l'édition du Remue-Ménage est membre, si je ne me trompe pas. C'est l'association Euh, des éditeurs, l'ANEL, oui. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que tu constates qu'il y a plus de femmes, ou est-ce que vraiment tu sens qu'il y a un changement dans les prises de parole, les prises de décision, dans les perspectives qui sont adoptées aussi par les associations professionnelles? Oui, mais les associations professionnelles, bon, vous allez recevoir d'ailleurs Karine Vachon là,
à la fin du colloque, qui est la nouvelle directrice de l'association, et que ça aussi, ça témoigne d'un changement de garde, là. C'est de voir des femmes qui prennent la tête d'associations comme ça. Et aussi, il faut dire que l'association doit tenir compte de ce qui se passe, de ce qui se discute dans la société. Donc, il y a eu un comité d'éditrices formé pour étudier, de se pencher sur les questions d'harcèlement, sur les questions de climat de travail. Ça a été, disons, ça a été mis sur pied, c'est ma collègue Anne Migné-Lorrain qui le dirige. Ça a été mis sur pied cet été rapidement en réponse à tout le mouvement de dénonciation qui a eu lieu dans le milieu littéraire comme dans plein d'autres milieux de la culture et ailleurs dans la société. Alors, c'est clair que la présence des femmes provoque ces prises de position-là aussi, là. Oui. Donc, de cette manière-là, ça a changé très certainement le milieu éditorial. Puis, il y a une prise de parole politique explicitement. Est-ce que tu dirais qu'il y a une prise de parole parfois explicitement féministe Oui. qui est maintenant prise au milieu dans le milieu éditorial en raison de la présence des femmes notamment? Oui, oui, c'est clair. C'est vraiment des prises de position féministes affirmées, là. Et donc, les éditions du Remue-Ménage a commencé en étant plutôt un collectif. Ah, c'est encore un collectif, mais un collectif qui, ben, et puis j'ai la première copie, j'ai la chance d'avoir la première copie de Maman travaille pas à trop d'ouvrages. Et les premiers livres publiés chez Remue, c'est pas des éditeurs. Comment je veux pas comme. C'est une édition qui se fait d'une manière, je dirais pas artisanale, mais presque dans la mesure où, et puis j'avais parlé avec Sylvie Dupont, j'ai parlé aussi avec Nicolas Selle, qui sont parmi les membres fondatrices. Puis, tu sais, les filles du collectif me disaient qu'elles ont appris le métier un peu sur le tas, comme on dit, au fur et à mesure de faire des livres. Mais la maison d'édition du Remue-Ménage, c'est professionnalisé là, avec les années. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus-là? Est-ce que, éventuellement, les collectifs responsables dont tu fais partie depuis 40 ans ont suivi des cours en édition? Est-ce que vous avez fait des formations? Comment ça s'est passé, ça, le passage, disons, d'une maison d'édition qui est un collectif féministe, militant, politique, vers ce passage-là vers une maison d'édition qui est plus, et je le dis entre guillemets, là, qui est plus professionnelle ou qui produit vraiment des livres qui se situent dans le paysage littéraire comme ceux de n'importe quelle autre maison d'édition, entre guillemets, en termes d'apparence, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ben oui, c'est clair que la maison d'édition a été fondée à une époque où il n'y avait pas le métier, ça prenait sur le tas, là, forcément. Il n'y avait pas de cours en édition. Et vraiment de façon très, comment dire, de façon amateur, il faut le dire, là, Nicole Lasselle, qui m'a montré les rudiments de la gestion financière de la maison, disait, ben, on avait une comptabilité de ronde de Jeannette. Pour ceux qui savent c'est quoi le mouvement scout et tout, là, c'était vraiment une petite organisation et puis une petite caisse. C'est parti de façon très, très, comment dire, très amateur, là, comme tu le dis. Là. Puis je trouve qu'on peut s'en faire une gloire aussi. C'est pas une maison d'édition qui est partie avec un gros capital de départ et puis un plan d'affaires. C'est parti avec des femmes de conviction qui sont organisées pour gérer au plus près les quelques ressources qu'elles avaient. Et ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire que, mon Dieu, on a pris des cours comme on pouvait. Là, il faut savoir qu'on est obligé d'apprendre à gérer les logiciels comptables et les logiciels de mise en page et tout ça. Là, il fallait se tenir à jour au fur et à mesure. Et chaque employé, il faut dire aussi que la première employée rémunérée, qu'on appelait la permanente, a été embauchée
oh, je ne veux pas me tromper, là, mais je pense seulement dans les années en 80, en 79 ou 80. Ce qui fait que ça a été très long avant qu'il y ait quelqu'un de rémunéré chez Remue Ménage. Et ensuite, j'ai été moi-même rémunérée parce qu'on a eu droit à des subventions et des projets temporaires, là, mais on n'a pas embauché des spécialistes et des professionnels. C'est l'équipe qui s'est formée au fur et à mesure des besoins ou des cours qui s'offraient. Alors, c'est comme ça que ça s'est professionnalisé jusqu'à présent. Et on a embauché, quand on embauche quelqu'un, on regarde les possibilités de cette personne. La polyvalence, c'est encore une équipe qui est très... c'est encore une équipe qui fonctionne de façon, comment dire, assez horizontale et polyvalente. On, on essaie de ne pas avoir de l'administration, de la gestion d'un côté et puis de la production de l'autre. C'est vraiment, il faut être partie prenante d'un peu de toutes les décisions, finalement. Alors, ça suppose de développer diverses compétences, ça suppose de faire confiance les unes aux autres, mais ce n'est pas des professionnels. On n'aura pas une professionnelle comptable et une professionnelle de mise en marché ou de... En tout cas, je ne le souhaite pas pour l'instant pour Remue Ménage. Mm-hmm. Ça n'empêche pas de faire des beaux livres et de bien les défendre. Là. On sait comment s'entourer, on a des bonnes pigistes aussi. On a développé une signature graphique, mais enfin, la professionnalisation, je ne voudrais pas que ça laisse entendre qu'on va chercher des spécialistes pour diriger la maison. Non, vous demeurez un collectif oui, qui est autant du côté, puis je le sais pour avoir été très près de la maison pendant plusieurs années, mais vous êtes encore un collectif qui, à la fois, vous travaillez sur les textes, la mise en page, le graphisme, puis vous faites aussi, tout le monde fait un peu l'administration de la... Oui, puis on a quelqu'un maintenant qui est entré en poste pour les communications. Elle vient de Le Guélion, elle-même, elle avait sa propre maison d'édition jeunesse. Donc, cette personne-là, elle a appris sur le tas aussi. Alors, Stéphanie, maintenant, pour ne pas la nommer, qui travaille maintenant avec nous, bien, on bénéficie de toutes ces expériences-là aussi. Elle a une connaissance du milieu de la librairie. Puis aussi, alors, ça... Ben, je t'apprends rien en me disant que Remue Ménage, c'est une maison féministe qui est pionnière, évidemment, qui est extrêmement importante dans l'histoire littéraire, culturelle au Québec. C'est quoi le rapport du collectif et de Remue Ménage? C'est quoi le rapport au patrimoine ou au matrimoine, devrais-je dire, de la maison? Non seulement en termes de conservation là, des archives, etc., mais en termes de valorisation de cette histoire-là qui parle nécessairement de l'histoire du féminisme québécois. Vous avez organisé une expo dans le cadre du 40e de la maison. Vous avez republié, comme tu le mentionnais un peu plus tôt dans l'entretien, donc Maman ne travaille pas à trop d'ouvrages. Est-ce que ces actions éditoriales-là font partie d'une réflexion autour de la valeur, justement, patrimoniale de la maison, du lieu de mémoire que la maison d'édition représente aussi pour le mouvement féministe au Québec? Comment vous gérez ça? Comment vous réfléchissez à ces questions-là? Je dirais que c'est présent dans nos décisions, mettons, de façon transversale. Il y a vraiment un souci de transmission. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a longtemps eu en couverture 4 de Remue Ménage, surtout quand on a démarré une collection d'histoire, il y a longtemps un petit texte qui disait « Nos luttes ne sont pas quelque chose que je récite de mémoire un peu tout croche, là, mais nos luttes ne sont pas nées d'hier. On ne repart pas de zéro. Il faut toujours tenir compte de notre histoire. » Mais ça, on le met en pratique aussi dans l'histoire de la maison d'édition. C'est-à-dire que évidemment, là, ça fait 45 ans, là, mais les anniversaires sont là pour le rappeler et on aime toujours consulter les fondatrices, les avoir
autour de nous, vérifier des trucs avec elle. Donc, je nomme Nicole Lasselle, mais il y a aussi Sylvie Dupont, il y a Claire Brassard, il y a l'autrice aussi, Louise Toupin, Oui. qui a travaillé qui fait un important travail. Elle-même, c'est une archiviste, une archiviste, elle a fait un livre sur le salaire au travail ménager, un historique de la lutte. Et ça, c'était basé sur les archives qu'elle a chez elle de ce mouvement-là, qui est très peu connu, mais qu'elle a documenté. Elle a fait l'historique de ce mouvement-là dans ce livre-là qu'on a publié. Et donc, les fondatrices sont elles-mêmes conscientes de l'importance aussi de léguer et de partager l'histoire de la maison et l'histoire du mouvement des femmes aussi. Oui. Mon Dieu, j'avais une question qui était liée à ça. Oui, quand on consulte le catalogue de la maison là, depuis 40 ans, on voit que certaines années où il y a plus de fiction qui est publiée, certaines années, c'est plutôt des essais. Des fois, c'est des essais plus universitaires. Donc, ça fluctue comme ça. Puis, dernièrement, vous avez, vous avez toujours publié Marie-Célie Agnan, qui est une des autrices de la maison très importante. Et dernièrement, vous avez recommencé, je dirais, à publier un peu plus, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous publiez un peu plus de fiction que vous en avez publié dans les années précédentes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de revenir vers la fiction? Est-ce que c'est parce que vous avez eu des manuscrits qui étaient tout simplement exceptionnels ou vous avez consciemment dit, bon, ben là, on va essayer d'aller chercher un peu plus de fiction, de retourner vers ces lieux-là littéraires? Oui, effectivement, la fiction, c'était moins. On était vraiment une maison d'édition, publication, d'essais. Et c'était notre souhait, notre profond souhait de mettre la main sur des bons textes de fiction aussi. Mais les écrivains ne venaient pas nécessairement vers nous. Et puis, je trouve que récemment, on a pu plus s'établir comme une maison d'édition qui publie aussi de la fiction. C'est vraiment, il y a un effet boule de neige aussi. Là. Plus on en publie, plus les gens pensent à nous. Là. Alors, il faut voir les textes. On reçoit des textes plus intéressants aussi en fiction maintenant. Et puis aussi, on a cherché à développer, en réfléchissant à l'écriture au féminin, mettons dans les années 80 et tout, on a cherché à développer aussi au-delà disons, de la division fiction, essai, on a cherché aussi à développer des écritures qui sont à la limite des genres littéraires. Alors, on s'est beaucoup intéressé à des textes ou à des essais qui... en fait, c'est ce qu'on cherche aussi, des textes qui sont à la frontière des genres. Alors, est-ce que une des motivations, ça a été la republication de La théorie un dimanche, qui réfléchit justement à ces questions-là, que vous avez, si je ne me trompe pas, republié il y a peut-être c'est il y a 2 ans, là, vous avez republié la théorie. Et puis, est-ce que tu penses que ça a donné l'impulsion qui était nécessaire? ben, ça l'était déjà. Je pense qu'on avait déjà démarré une petite collection de textes de fiction où il y a eu, entre autres, les livres d'Anne Archet. Oui. Oui, oui. Et qui fait aussi qu'il y a un blog anarchiste qui a des réflexions, bon, c'est une anarchiste, et qui a des réflexions sur des billets polémiques sur des billets polémiques sur des réflexions sociales, mais dont on a publié des textes de littérature érotique et qui réfléchissent aussi de façon, par exemple, Perdre haleine, son livre sur la masturbation, c'est aussi une réflexion sur les scripts érotiques, comment on peut dépasser l'imaginaire qui nous est imposé. Donc, il y a aussi une réflexion théorique mêlée à ce texte de fiction. Il y a le livre de Patty O'Brien aussi, Mettre la hache. Ah oui. Oui, mais ces textes-là nous en amènent d'autres. Des réflexions sur... on les présente comme des textes de fiction, mais c'est clair que c'est une écriture, c'est des écritures polémiques aussi. Euh,
Vous avez publié des livres notamment de Francis Dupuy-Déry. Vous avez publié aussi des traductions les traductions de Dworkin sont faites par Martin, son nom de famille, mais pardon, Dufresne, c'est ça exactement. Est-ce que dans le catalogue de Remu, il y a d'autres hommes qui ont été publiés à travers les années? Puis comment vous décidez de publier, parce que c'est très, très, très majoritairement des femmes, des autrices qui sont publiées. Je pense que c'est un des partis pris là, de la maison. Quand vous décidez de publier un homme, comme par exemple Francis ou la traduction de Martin Dufresne, comment ces décisions-là sont-elles prises? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme peut se retrouver, par exemple, dans le catalogue? Ben, d'abord, le parti pris féministe. Et puis, je dirais que les premiers hommes qu'on a publiés, avant Francis même, c'était dans des collectifs. Mm. Alors, on a fait une série de livres dans les années 90 sur le travail des proches aidants. Et il y avait Nancy Gouberman, c'est déjà en travail social. Il y avait Chantal Maillet aussi qui a participé c'est des ouvrages qui ont été écrits en collaboration. Et merde, j'ai oublié le nom de l'auteur masculin qui travaillait. C'est vraiment... en tout cas, il y avait un homme. Il y avait un homme là-dedans dont j'ai oublié le nom. Merde, c'est bête. Et puis, mais même chose aussi, Pierrette Bouchard et Jean-Claude Saint-Amand qui ont publié des livres aussi dans les années 90 sur la réussite scolaire et sur l'incidence, disons, de l'adhésion aux stéréotypes masculins et féminins sur la réussite scolaire. Alors, c'était aussi un travail d'universitaire, mais donc, il y avait Jean-Claude Saint-Amand qu'on a publié comme ça. Et encore aujourd'hui, Francis Dupuy-Déry, d'ailleurs, les premiers livres qu'on a publiés, c'était des collectifs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis après, il a dirigé l'Observatoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et puis le livre sur la crise de la masculinité aussi. Donc, ce sont des livres qui informent. Il avait fait ses preuves comme féministe. Avant qu'on puisse signer par un homme, c'était le premier. Ouais. Je me souviens de Francis dans un lancement qui dit je ne veux pas parler trop, là, je sais que. Donc, je vais laisser la parole. Donc, oui, il y a effectivement un parti pris qui est très, très explicite. Ça, tu soulignes, puis effectivement, c'est un parti pris qu'on avait dans la promotion parce qu'effectivement, quand je prends l'exemple de Pierrette Bouchard et Jean-Claude Saint-Amand, qui sont de l'Université Laval, souvent, on préférait parler à Jean-Claude Saint-Amand parce qu'on trouvait que l'homme avait plus de crédibilité pour parler de féminisme. Et la même chose est arrivée avec les duos Francis Dupuy-Déry, Mélissa Blais. On se dit, ah non, vous invitez les deux et vous posez des questions à Mélissa Blais aussi parce que ça va contre ce que la maison d'édition veut faire, de donner la parole aussi, de faire valoir la parole des femmes. Oui, j'ai des souvenirs très, très vifs de ça. C'est des discussions, c'est pas drôle pour les relationnistes et les attachés de presse parce que c'est des discussions, ça, avec les médias. Parce que c'est clair que les gens préfèrent, c'est clair, c'est encore vrai. Mais cette ligne politique-là, c'est quelque chose que Remu a toujours défendu et continue de défendre. On a parlé des universitaires, là, on parle notamment de Mélissa. Vous avez publié beaucoup d'essais universitaires, beaucoup de recherches. Donc, le Remu-Ménage a été un des vecteurs, finalement, un vecteur ou enfin une tribune, oui, pour la recherche universitaire, notamment en études féministes. C'est un des lieux que les chercheuses on peut ou on essaie d'investir. Je parle aussi en mon propre nom, là, parce que justement, ça nous permet de diffuser notre recherche. Mais Remu-Ménage, un des aspects qui est peut-être particulier de la maison d'édition, c'est votre lien qui est très serré avec le milieu communautaire aussi. Puis ça, c'est très important. Vous êtes très près de la maison Parent-Robac, l'ère des femmes notamment. Et donc, est-ce que ce lien-là avec le milieu communautaire s'est consolidé avec les années? Est-ce que tu sens que c'est encore toujours aussi fort? De quelle manière ça s'exprime
aussi à travers, non seulement à travers vos implications là, croisées, comme tes implications à toi comme militante dans les maisons ou dans les conseils d'administration, etc., mais comment ça se perçoit dans les pages même du catalogue ou dans les décisions éditoriales que vous prenez? Comment Remue Ménage se fait-elle la porte-parole, dans une certaine mesure, du milieu communautaire féministe au Québec? Puis parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important, puis euh, que tu défends toi aussi personnellement d'une manière euh, assez forte. Là. On y tient beaucoup. Il y a beaucoup un rôle de consultation aussi, là, parce qu'on est bon, vraiment moins maintenant en temps de pandémie, là, mais on partage un espace commun dans la Maison Parent-Robac à Montréal, un édifice où il y a une douzaine d'organismes qui sont regroupés. Alors, c'est très facile pour nous d'avoir des focus group et d'aller consulter des collègues de groupes de femmes euh, en temps normal. En temps normal. Mm. Il y a beaucoup ça. Il y a une publication, par exemple, comme l'agenda des femmes qui revient chaque année. Ça nous est arrivé aussi chaque année, l'agenda des femmes porte sur un thème différent et c'est vraiment une des publications qui est diffusée le plus largement et qui rejoint le public, comment dire, le large public. Là. Et souvent, il y a eu des collaborations avec des organismes. On a soumis les 25 ans du regroupement des maisons des maisons d'hébergement, le 25 ans de l'ère des centres de femmes. On a fait un agenda aussi avec la Fédération québécoise du planning des naissances. Donc ça, c'est vraiment un outil, disons, un outil d'éducation populaire, là, appelons ça comme ça, qu'on utilise régulièrement avec les groupes de femmes. Outre l'agenda, comment dire, il y a beaucoup de... On aime beaucoup la recherche-action, la recherche universitaire qui est faite. Il y a des protocoles de recherche universitaire où on s'intéresse à la diffusion de ces résultats-là. C'est de la recherche qui est menée en concertation avec des groupes de femmes et puis les partenaires de ces recherches-là veulent diffuser les résultats de la façon la plus large possible. Donc ça, ce genre comment dire, ce genre d'initiative-là nous réjouit beaucoup. Je donnerai un exemple d'un livre jeunesse qui a été fait. Il se prenait pour le roi de la maison. C'est un livre sur la violence domestique, les impacts de la violence conjugale sur les enfants. Et c'est un livre qui a été fait à partir d'une façon de diffuser les résultats d'une recherche qui a été faite auprès d'enfants. C'est Simon Lapierre, tu vois, un autre homme, à l'Université d'Ottawa, Simon Lapierre, Isabelle Côté à Sudbury, qui ont mené cette recherche-là et qui ont demandé aux enfants qu'ils ont interrogés, des enfants de 6, on va dire des jeunes de 6 à 16 ans, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse aussi, parce qu'il y a des rapports de recherche, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse avec tout ce que vous nous avez raconté? Les enfants ont dit, on aimerait ça, un livre pour enfants. Et c'est ce livre-là qu'on nous a proposé. On a travaillé avec eux pour lui donner sa forme, mais c'est le genre d'initiative qu'on aime accompagner et qu'on aime aussi. Il y a un gros travail éditorial à faire là-dessus. C'est de l'idéation au résultat. Mais mon Dieu, je pourrais en donner plein d'exemples comme ça. Mais c'est intéressant. Excuse-moi, Rachel, vas-y. Non, mais... Ça me lançait sur le fait que, bon, ça fait en sorte que, comme éditrice, tu travailles souvent avec des groupes, d'une part, et tu travailles aussi parfois, peut-être souvent, ça sera à toi de nous le dire, mais avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des autrices. Ouais. Et donc et qui écrivent pas nécessairement, tu sais, qui sont issus de milieux où l'écriture, ça fait pas nécessairement partie de leur métier. Donc, j'imagine que ça modifie ton travail éditorial, le rapport au texte aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la manière, donc, comment ça fonctionne quand, par exemple, je sais pas moi, un groupe de femmes veut publier quelque chose, Remue Ménage se met au service de cette parole-là. Ça peut parfois, j'imagine,
compliquer des décisions éditoriales, ça doit être un travail sur le texte qui est peut-être pas nécessairement, mais parfois plus important, c'est peut-être un peu plus laborieux. Comme éditrice, comment tu abordes ça, le travail avec des groupes ou avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des autrices? En fait, ça va peut-être te décevoir, mais ça ressemble beaucoup au travail éditorial qu'on fait en général, c'est-à-dire d'essayer de donner une direction, de travailler. En fait, je trouve qu'il y a du travail, il y a un gros boulot éditorial aussi quand on veut prendre une thèse et la Ah oui. déthèser et la rendre accessible. Alors, ou une écrivaine dont c'est le premier roman, je pense qu'il y a un travail, même si la personne ne se définit pas comme autrice, prenons des gens qui travaillent soit ou, dans un groupe de femmes, la production, je trouve que le travail de production de texte puis de la fabrication du livre, c'est la même chose. Il faut s'assurer que ce soit, mon Dieu, il faut s'assurer de la cohérence du propos, faut débloquer, il y a des blocages aussi, là. Alors, il faut travailler là-dessus. Il y a toutes sortes de stratégies. Parfois, ça prend la forme d'entretien. On part de ça, d'une matière première. Finalement, il y a toutes sortes de tactiques. Euh, j'ai constaté au cours des dernières années, je dirais depuis 2012, depuis l'arrivée peut-être d'Anne, peut-être à la maison d'édition, Anne Migny-Lorrain, qui est aussi des membres du collectif éditorial, l'apparition de lignes graphiques dans les publications, donc, et qui témoignent d'appartenance de certains ouvrages à certaines collections, entre guillemets, mais il n'y a pas nécessairement de nom de collection, à part pour la collection Micro, au sein de laquelle Valérie Lefebvre-Fauché vient de publier l'excellent livre que je ne pourrais pas recommander plus, Promenade sur Marx. Comment vous déterminez, parce que bon, il y a des livres qui se ressemblent, c'est une collection, hein, notamment la collection autour de, tout le graphique autour de, voyons, j'ai oublié le livre, le nom du livre de Martine Delvaux, il est jaune. Ah, le Boys Club. Non, l'autre avant. Ah, les filles en série. Les filles en série, voyons, comment j'ai fait pour oublier ça, je ne sais pas. Mais donc, il y a une collection un peu comme ça. Le dernier de France Théoret, La Forêt des Cygnes, il y a une collection un peu avec ce graphique-là. Toute la collection des livres d'Anarchet aussi. Bon. Comment vous déterminez les collections? Puis pourquoi ils n'ont pas de nom? Oh, misère. Je Oui. savais que c'était une bonne question. Oui, ben oui, évidemment, ça serait plus facile s'il y avait un nom, mais on dirait que bon Dieu, on dirait que la collection se bâtit au fur et à mesure aussi. OK. Alors, ouais, ben, ça serait idéal qu'il y ait un nom, là, mais entre nous, on leur en donne des fois là, des noms que je divulguerai pas ici, là. Mais c'est sûr que le choix d'insérer un livre dans une collection plutôt qu'une autre, là, on regarde ça aussi avec l'autrice, parce que ça dépend aussi de quel public, comment on veut présenter le livre, quel public on veut rejoindre. Il y a des essais qu'on veut, où il y a un public un peu plus littéraire, des essais à teneur plus philosophique aussi, qui sont publiés, par exemple, La Forêt des Cygnes de France Théoret est un bon exemple. Là, il y a ce type d'ouvrage-là. Et puis, il y a des livres aussi qui sont plus grand public, si on veut, là aussi, des livres, Les filles en série est un bon exemple. Alors, ces collections-là, oui, c'est d'ailleurs la collection dans laquelle on publie le plus de livres maintenant. C'est super beau dans une bibliothèque. Moi, je les ai classés par ordre de couleur. Oui. Ça a beaucoup d'impact en librairie aussi, on s'est rendu compte. C'est sûr, on les voit. Les libraires aiment les placer, alors on s'est dit, bon, ben alors, écoute, on fait plaisir à tout le monde.
sont super beaux, c'est vrai. Et super bons. Mais c'est moi, j'ai un biais, là. Oui, Tu le c'est tout sais. à fait Je suis partiel. vendue, ouais, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si tu l'as lu, puis de toute façon, c'est pas un quiz de lecture, là, mais dans son nouveau livre publié chez Lux, Julien Lefort-Favreau pose des questions fondamentales sur les questions de l'indépendance. Oui. L'indépendance des maisons d'édition, qu'est-ce que c'est la véritable indépendance? On est indépendant par rapport à quoi? Par rapport à qui? Exactement. En quoi, pour toi, Remue Ménage est une maison d'édition indépendante? Puis de quelle manière cette indépendance-là sert-elle la maison, son catalogue et sa mission? Ben, comme je l'ai expliqué par l'histoire de la maison d'édition, je pense qu'à l'origine, c'est vraiment il y avait ce désir d'autonomie. Là. Je pense qu'on peut, dans le mouvement des femmes, le terme d'autonomie est très important. Ça, je pense qu'on peut glisser de l'indépendance à l'autonomie, mais c'est de prendre des décisions pour nous, finalement, de les prendre. C'est sûr qu'il y a toujours des impératifs, comment dire, quand on prend des décisions de publication, il faut se dire aussi quel public va être, à quel public ce livre-là est destiné, Ouais. comment on peut le cibler, comment on peut le rejoindre. Alors, c'est clair que c'est à la fois une contrainte, puis à la fois un moteur pour travailler les livres. Alors, et aussi un facteur de décision éditoriale. Est-ce que c'est possible pour nous de servir ce livre-là? Alors, c'est le genre cette contrainte-là, c'est comme ça qu'on la retourne aussi, en y réfléchissant dans le cadre disons, de la mission qu'on s'est donnée aussi. Qui était intimement lié au message politique du mouvement Oui, féministe à la base et qui l'est encore aujourd'hui. ça va servir ce livre-là. Est-ce qu'on est la meilleure tribune? Est-ce qu'on peut, comment dire, est-ce qu'on peut bien travailler ce titre-là? Puis, est-ce qu'il y a des fois des questions qui concernent le fait d'assumer le propos dans un livre? Est-ce que Remue Ménage a envie d'assumer comme maison d'édition le propos qui est tenu dans ce livre-là? C'est Que sûr ce que soit des idées qui soient très radicales ou pas assez, ou bon. c'est sûr que, bon, c'est d'abord les autrices qui assument le contenu de leur livre. Là. Remue Ménage donne une tribune. Oui, il faut assumer aussi. Quand même, on ne publierait rien avec quoi on serait totalement en désaccord. Oui. Mais de là à dire, bon, 100%, on assume 100%, moi, du moment que le propos est bien développé, que c'est cohérent, que c'est rigoureux, que ça va rejoindre son public aussi, là. Moi, je me dis, on n'a pas à 100% adhérer à tout ce que l'autrice défend. Oui. Il y a aussi une liberté là-dessus, là. Ouais. Merci beaucoup. J'ai encore d'autres questions, mais j'aimerais ça passer peut-être le micro ou la parole à la salle virtuelle. Si jamais vous avez des questions ou peut-être des commentaires ou vous avez envie d'entrer dans la discussion avec Rachel, qui est très généreuse. Je te remercie beaucoup d'ailleurs, Rachel. Ben, je vous invite à le faire. Vous pouvez soit lever votre main ou sinon, je peux modérer la discussion aussi dans le chat. Mais en même temps, tant qu'à être ensemble, caméra allumée, on pourrait peut-être parler là, de vive voix, mais ça me ferait du bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? En tout cas, je peux dire que je serais curieuse d'entendre certaines autres interventions pendant le colloque. Je ne pourrais pas y être de façon très, très, très régulière, mais je risque de me pointer de temps à autre parce que vraiment, l'introduction de Marie-Pierre Luneau m'a beaucoup intriguée.
Et même, je pense, je me rappelle de Guylaine Roquet qui travaillait aussi aux éditions Fidesz, puis je me disais, mais où était-elle était-elle là pendant ces... parce que je l'avais rencontrée, j'avais travaillé avec elle et Hélène Pelletier-Baillargeon et quelqu'une d'autres aussi pour faire un livre hommage à Simone Monet-Chartrand. Ah, puis, Et donc, oui, alors c'est un travail qu'on avait fait en coédition avec Fidesz au décès de Simone Monet-Chartrand. Oui. c'est pas comme une rivière, là. Ça, c'est son Non, autobiographie. non, non, C'est pas la même chose. ça, c'est son autobiographie qu'on a publiée Ouais. avec elle pendant une bonne douzaine d'années, mais le livre dont je parle, c'est un livre qui a été fait, c'est un collectif qui a été réuni sous la direction justement de ces femmes-là au décès de Simone Monet-Chartrand ça s'appelait Un héritage et des projets et c'était pour lui rendre hommage. Marie-Pierre, tu as une question? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Oui, oui, ben, je veux remercier Mme Bédard pour cette superbe discussion, en fait. À vous entendre, ça confirme une intuition, là, c'est-à-dire que la façon de faire, quand c'est des collectifs de femmes qui font de l'édition, c'est une autre façon de faire de l'édition, en fait. Si on compare avec la façon de faire de Fidesz, c'est une abolition des rapports hiérarchiques dont on a vu un exemple que je considère un peu violent, le fameux congédiement. Donc, je voulais juste vous remercier. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai une vraie question quand même. Vous allez dire que je suis obsédée par les agendas ce matin, mais vous avez évoqué rapidement la place de l'agenda des femmes dans le catalogue de Remue-Ménage. Puis je suis vraiment curieuse d'en entendre plus. Comment vous évaluez l'apport de ce livre-là? D'abord, comment c'est venu cette idée-là de l'agenda des femmes? Parce que je trouve qu'on est au cœur. Vous avez beaucoup parlé de solidarité, de confiance les unes envers les autres, de cette volonté de rejoindre un grand public. L'agenda, c'est l'objet le plus dévalué dans l'objet livre là, qui a le moins de valeur. Puis en même temps, je trouve que c'est vraiment une façon de rejoindre les femmes. Donc, je suis juste curieuse, puisque j'ai parlé tout à l'heure des agendas aussi de Raymond Simard, d'en entendre plus sur le rôle de cette publication dans la fonction ou la mission de la maison d'édition. Et à vrai dire, je ne saurais pas qui a eu la brillante idée de faire un agenda. Il faut dire que ça se faisait aussi dans les maisons d'édition féministes anglophones déjà. Et le premier agenda était très ambitieux. Les notes sur l'histoire des femmes au Québec, l'agenda donc préparé en 77 et publié pour l'année 78. C'était un agenda vraiment où il y a eu une très impressionnante recherche sur... En fait, c'est presque un livre. Là. On l'appelait le petit livre vert, mais c'était les notes sur l'histoire des femmes. Et il y avait... C'était aussi dans le courant féministe où les femmes redécouvraient la place des femmes dans l'histoire. Alors, c'est vraiment une mine de référence, ce premier agenda-là, et ça a clairement mis la table pour la suite. Et c'était un gros succès d'ailleurs, et c'était diffusé à l'époque où Remue-Ménage n'avait même pas de diffuseur en librairie. Alors, c'était les militantes qui allaient porter les agendas en librairie. Et c'était vraiment très vite adopté par des femmes qui, aujourd'hui encore, parce qu'on dirait l'agenda, c'est maintenant l'agenda papier un outil périmé, mais on continue de le faire parce qu'il y a aussi il continue d'avoir son importance dans un certain public. Et puis, c'est toujours des articles qui se vendent en librairie aussi, les agendas. C'est vraiment des articles, des trucs très précieux. Et beaucoup de femmes nous disent, année après année, j'ai toute la collection. Moi-même, j'ai pris beaucoup de notes dans mes agendas. Alors, parfois, quand j'essaie de retracer ou de me rafraîchir la mémoire, je peux y retourner puis savoir ce que je faisais, ce qui se passait en telle année. Là. Alors, il y a vraiment, même si c'est très factuel, puis c'est des rendez-vous chez le dentiste ou des trucs comme ça, on peut retracer plein de trucs quand on utilise les agendas. Alors, c'est vraiment... Puis le fait aussi que c'était pas... on a eu, de toute façon, cette publication-là n'est pas reconnue comme un livre par nos bailleurs de fonds.
même si on essaie de défendre année après année le fait qu'il y a du contenu inédit, parce que c'est chaque année 12 textes à chaque mois qu'on commande, qui sont commandés. D'ailleurs, l'agenda, on est déjà en train de le préparer, l'agenda pour l'année 2022. Et on essaie toujours de refléter l'actualité aussi, ou sinon de l'anticiper. Alors, je peux vous dire tout de suite que l'agenda va porter sur les soignantes, le prochain, parce qu'en temps de pandémie, on a redécouvert le rôle essentiel des infirmières et des personnes qui s'occupent du care et des soins. Alors, et ça, pour boucler la boucle, ce thème-là rejoint les préoccupations de remue-ménage sur le travail invisible des femmes et la reconnaissance et la revalorisation de leur travail. Alors, c'est l'agenda, oui, c'est une publication marquante. Chez nous, c'est un peu aussi ce qu'on se plaît à dire, parce qu'on n'est pas une revue remue-ménage, mais l'agenda se trouve à être notre éditorial. Et le fait qu'on joue à la revue un peu chaque année en commandant des textes et puis en cherchant à illustrer l'agenda. Et c'est du boulot, là, mais on aime ce contact-là et puis cette façon-là de travailler dans l'éphémère, si on veut, mais ça dure. C'est ce qui nous fait plaisir, c'est quand on entend dire que les femmes se sont constituées une collection d'agendas. Alors, c'est vrai que c'est éphémère, mais ça vaut la peine d'archiver. C'est vrai. Et puis, ça parle aussi des prises de position de la maison à chaque année sur des sujets d'actualité. Oui, des sujets d'intérêt, puis ça donne le pouls aussi du mouvement des femmes. José, Vincent, tu avais une question? Oui, en fait, c'est que très rapidement, le remue-ménage s'est intéressé aux voix de toutes les femmes, incluant les femmes noires. Vous avez publié, en effet, Marie-Célie Agnan. Puis j'aimerais savoir ce que vous faites, donc justement pour donner une voix en particulier à ces femmes d'origine haïtienne ou caribéenne au Québec. Je sais que vous faites, par exemple, des coéditions avec Mémoire d'Encrier. J'ai entendu dire que vous travaillez également avec ma collègue Stéphane Martelly. Mais donc, oui, c'est ça. Mais donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Oui, effectivement. Oui, c'est une préoccupation chez Remue-Ménage qui s'est accentuée aussi au cours des dernières années. On a toujours eu une connexion haïtienne, si on veut, là, grâce à Marie-Célie Agnan, à Jean-Dominique aussi. Et puis, avec Stéphane Martelly, il a été question de mettre, en fait, on a démarré, inauguré une nouvelle collection, les Martiales, qui est justement dédiée à faire connaître des nouvelles voix de femmes racisées. Alors, dans notre catalogue, c'est sûr que c'est les dernières années, par exemple, on vient de faire paraître le livre d'Ania Suleiman, Les Malentendus, sur c'est un essai sur comment concilier la religion, l'islam et le féminisme. Et c'est pas un hasard si dernièrement on publie surtout beaucoup de femmes racisées, c'est parce que leur parole explose littéralement là, depuis plusieurs années, alors surtout les derniers mois. Alors, il y a vraiment beaucoup de projets qui aboutissent maintenant. On en sort un d'ailleurs cette semaine, Empreinte de résistance, d'Alexandra Pierre, qui est une militante aussi d'ailleurs qu'on a connue parce que c'est une voisine qui travaille à Relais Femmes à la Maison Parent-Robac. Elle est aussi présidente de la Ligue des droits. La Ligue des droits. Et donc, il y a un mélange de femmes qu'on côtoie dans le milieu militant et aussi il y a de plus en plus de travaux qui sont faits en recherche universitaire, beaucoup de femmes qui prennent la parole dans disons, des romancières. Alors, le livre de Caroline Dawson aussi est un bon exemple. Là où je me taire, où elle parle de sa réalité comme immigrante d'origine chilienne aussi, qui a une allure, les gens,
bon, qui a l'air racisée, effectivement, parce que les gens se demandent toujours si elle n'est pas maghrébine ou s'interrogent sur son origine. Alors, cette réalité-là qu'elle a très, très, très bien décrite dans son roman, ben, on est très contente qu'elle soit venue nous le soumettre, ce livre-là. Et oui, effectivement, cette parole-là est de plus en plus présente et on en témoigne. Je ne sais pas si ça répond à la question, José. Oui. Oui. Enfin, je réponds, mais... Vous entendre à propos de la coédition avec Rodney Saint-Éloi, Mémoire d'Encrier, mais si on a le temps, sinon ça va, ça répond très bien. C'est-à-dire qu'on avait, pour que le livre soit disponible en Haïti, on s'était dit que ça serait intéressant de coéditer La Dot de Sarah, le premier titre qu'on a fait. Avec Célie, on en a fait une réédition, puis on s'est dit, bon, ça serait intéressant que ce livre-là soit disponible en Haïti. C'est pour ça qu'on avait demandé à Rodney Saint-Éloi de travailler avec nous là-dessus. Merci. Marie-Célie, d'ailleurs, c'est un bel exemple on avait fait appel à elle pour écrire un texte sur les femmes en Haïti dans un de nos agendas. L'expérience avait été très agréable et elle était venue nous proposer ce roman-là, La Dot de Sarah, qui, pour la petite histoire, mais je ne veux pas vous prendre trop de temps, là, mais elle avait participé à un travail de recherche en travail social et elle s'était dit, plutôt moi que de faire un rapport de recherche, j'aimerais bien que le résultat de la recherche soit accessible sous forme de roman. Alors, c'est pour ça qu'elle avait écrit La Dot de Sarah, qui raconte la réalité d'une femme âgée haïtienne qui vient rejoindre sa fille pour lui donner un coup de main pour élever son enfant. Et c'est la réalité de ces femmes haïtiennes, ces femmes âgées haïtiennes qu'on croise un peu partout à Montréal, mais qui parlent souvent pas français, mais dont on ne connaît pas l'histoire. Alors, La Dot de Sarah était vraiment une belle façon de nous introduire dans cette réalité-là. Alors, voilà. Puis Marie-Célie Agnan, maintenant, est vraiment au cœur là, du catalogue de Remu. Elle a publié plusieurs livres. Merci beaucoup, Rachel. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on pourrait aller peut-être se délier les jambes, faire une petite pause. Rachel, je te remercie infiniment pour ta générosité, d'avoir accepté de t'entretenir avec moi, de m'avoir fait cet honneur et cette amitié, j'oserais dire. Merci beaucoup. Je t'applaudis virtuellement pour aussi tes 40 années à Remue Ménage. C'est très précieux, c'est très, très précieux, la mémoire que tu portes aussi. Et donc, je remercie tout le monde d'avoir assisté à l'entretien.